Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux cellules solaires et aux autres dispositifs de production d'énergie électrique. Le principe de la cellule solaire est le suivant. Dans une jonction de type semi-conducteur, nous avons une zone P et une zone N. La zone N comporte des électrons susceptibles de se déplacer et des charges positives qui sont fixes. Nous avons l'inverse dans la zone P, nous avons des charges fixes de type négative et ce que l'on considère des charges positives, que l'on appelle des trous, qui sont susceptibles de se déplacer. Lorsqu'un photon interagit avec la matière, dans certains cas, on peut avoir production d'un électron, donc d'un trou également. L'électron va être attiré du côté positif, alors que le trou va être attiré du côté négatif. On a donc l'établissement d'un courant à l'intérieur de la jonction. C'est le principe de la photoélectricité et c'est ceci qui est à la base de tous nos générateurs de type solaire. En ce qui concerne la classification, nous avons des cellules de type monocristalline, des cellules de type polycristalline, des cellules de type amorphe et ce que l'on peut appeler des cellules de type exotique qui sont basées sur d'autres techniques que sur le silicium. La cellule monocristalline se reconnaît par son aspect très sombre, bleu voire presque noir, sur laquelle nous avons un réseau métallique qui permet de capter les électrons produits par les photons. Le rendement de ce genre de cellule est relativement bon, de l'ordre de 15 à 20%. Elle est constituée d'un monocristal de silicium relativement difficile, donc onéreux à produire. C'est donc une technologie relativement coûteuse. La cellule polycristalline se reconnaît par son aspect bleuté, dans laquelle on distingue les différents polycristaux de silicium. Elle n'est donc pas constituée avec un seul monocristal de silicium. Elle est généralement faite avec de la récupération de silicium qui vient de l'industrie du semi-conducteur. Son prix est donc plus faible. Par contre, le rendement est nettement moins bon. Les cellules amorphes sont des cellules toujours basées sur le silicium, mais dont on dépose qu'une fine couche sur un support généralement en verre. On les reconnaît à cet aspect violacé. Ici, on utilise nettement moins de silicium, mais le rendement est encore nettement moins bon que ce que l'on avait pour les cellules polycristallines. Le coût, par contre, est vraiment intéressant. C'est le genre de cellules qu'on utilise dans les calculettes, voire dans les montres. Ce qu'on appelle les cellules exotiques peuvent être produites à l'aide de tellure de cadmium, de sélénure de cuivre, d'indium, de sélénure de cuivre et d'indium. C'est probablement les cellules photovoltaïques du futur, ou les cellules à oxyde de titane qui sont actuellement en concurrence avec les cellules CIS. Ce qu'il faut savoir, c'est que si lors de l'utilisation, un panneau photovoltaïque est très écologique, lors de sa fabrication, il n'en est pas de même. Pour la fabrication d'une cellule photovoltaïque, comme pour n'importe quel circuit intégré d'ailleurs, on doit utiliser des matériaux fortement toxiques, notamment de la phosphine et du diborane, qui sont deux gaz de combat, de l'acide fluorhydrique, qui est probablement un des acides les plus agressifs et les plus dangereux au point de vue de la santé. C'est donc une industrie lourde pour l'environnement et également potentiellement dangereuse pour la population qui avoisine l'usine de fabrication. On est donc intéressé à trouver d'autres types de solutions qui utilisent des procédés de fabrication nettement moins lourds pour l'environnement. Au point de vue des caractéristiques électriques, notons que la tension est proportionnelle au logarithme de l'intensité lumineuse et le courant directement proportionnel à l'intensité lumineuse. Le Soleil fournit environ 1 kW par mètre carré sous nos latitudes. Et si on compte les périodes nuageuses et les périodes d'ensoleillement, la moyenne en pleine en Suisse se situe aux alentours de 1200 kWh par mètre carré. De façon globale, l'énergie solaire est donc une énergie qui nécessite des surfaces relativement importantes. Un exemple ici de caractéristique d'une cellule solaire, nous avons sur l'axe des X la tension, sur l'axe Y le courant,
Le courant ici va dépendre directement de l'intensité lumineuse. La tension ici sera relativement peu dépendante de la tension lumineuse et le diagramme de la puissance ici passe par un maximum. Le maximum de la puissance est donné lorsqu'on charge la cellule par une résistance dont la valeur vaut la tension à vide ici divisé par le courant en court-circuit. D'autres types de générateurs ont été envisagés pour produire de l'électricité, notamment la piézoélectricité. Nous allons voir déjà les différents principes, les matériaux utilisés, ainsi que les relations fondamentales et les ordres de grandeur. Le principe, certains matériaux polarisés vont générer un champ électrique lorsqu'on les déforme. Ce champ électrique peut être utilisé pour générer une tension, donc une source d'énergie électrique. Le principe est donc qu'une déformation ou une force va générer une tension. C'est un procédé qui est réversible, donc une tension va générer une déformation. C'est donc évidemment le premier point ici qui nous intéresse. Les matériaux utilisés sont le quartz, dioxyde de silicium, le titanate de barium, le phosphate d'aluminium, le titanate de plomb. Les problèmes rencontrés, c'est que les tensions généralement sont très élevées, de l'ordre de plusieurs centaines de volts, donc incompatibles avec de l'électronique faible tension telle qu'on l'utilise couramment dans nos dispositifs, et l'énergie à disposition est souvent trop faible. Les solutions à ces problèmes est de mettre en parallèle au point de vue électrique les différents capteurs, de façon à pouvoir abaisser la tension, et de faire un empilement de capteurs de façon à les faire traverser tous par la même force. Un autre type de générateur est les thermogénérateurs. Nous allons voir rapidement le principe, les différents matériaux utilisés. Le principe est le suivant. Si on considère deux conducteurs de nature différente et que l'on soumet une des jonctions de ces deux conducteurs à une haute température alors que l'autre jonction est à basse température, on observe une certaine tension. C'est ce qu'on appelle l'effet Seebeck, qui est, entre parenthèses, l'effet inverse de l'effet Peltier dans lequel on fait passer un courant dans deux conducteurs de nature différente et où on observe une différence de température entre les deux jonctions. Quelques ordres de grandeur concernant l'effet Seebeck, on constate que dans tous les cas, la tension reste extrêmement faible puisqu'on parle de microvolts par degré Kelvin. Si on utilise des composés, notamment dans les terres rares, on arrive à obtenir des tensions nettement plus grandes. Quelques exemples ici. Actuellement, on trouve des thermogénérateurs qui sont capables de fonctionner à température ambiante et de produire des tensions et des courants, donc des puissances, compatibles avec la consommation d'appareils électroniques à très très faible consommation. Dans tous les cas, ceci nécessite un écart de température. On a une faible différence de tension à température ambiante et une faible puissance disponible également. La pile à combustible, c'est aussi voir rapidement le principe et les différents matériaux utilisés. Pour son principe, c'est exactement l'inverse de l'électrolyse de l'eau. On a deux électrodes, une anode et une cathode, qui ne sont pas utilisées contrairement à la pile comme source d'énergie, mais uniquement comme catalyseur. Un électrolyte et d'un côté un flux d'hydrogène, de l'autre côté un flux d'oxygène, généralement simplement de l'air. On recombine l'hydrogène et l'oxygène avec comme déchets entre guillemets de l'air et de l'eau et production d'énergie électrique, donc circulation d'électrons dans le circuit électrique. Les technologies utilisées sont généralement basées sur des technologies utilisant du platine, donc des technologies relativement onéreuses. On a plusieurs recherches qui se font actuellement avec des terres rares de façon à pouvoir augmenter la puissance disponible avec ces terres rares tout en garantissant un prix qui soit compatible avec une production de masse. La pile à combustible est probablement l'avenir pour les différentes sources d'énergie et devrait normalement pouvoir remplacer nos différentes piles et accumulateurs.